conciliation. Non, donc nous avons uniquement la contribution des atomes du site A, une partie du site B qui donne 4 magnétomboles qui donnent le ferromagnétisme. Donc on a raté 10 magnétomboles qui sont circoncisés. Maintenant on passe au magnétisme localisé et au magnétisme itinérant, plus les configurations de spin. Le magnétisme itinérant il est caractérisé par un nombre non entier de spins non appareillés. Les ponts d'énergie spin polarisés avec forte corrélation est régi par la statistique de Fermi-Dirac. Donc le magnétisme itinérant il est régi par la statistique de Fermi-Dirac. Donc on ne trouve pas un moment magnétique 4, 5, on va trouver 2,5, 2,1. Si on va trouver ces nombres non entiers, donc on est avec un magnétisme itinérant. Le magnétisme localisé est caractérisé par un nombre entier des électrons 3D et 4F sur le noyau ionique. Nous avons un nombre entier de spins non appareillés dirigé par la statistique de Boltzmann. Pour le système D et F, le mouvement magnétique est déduit de l'alimentation à saturation, à température 0 Kelvin, qui est l'alimentation maximale lorsque tous les mouvements magnétiques sont tous alignés. Donc l'alimentation à saturation, c'est l'alimentation qui a été expérimentalement lorsque la température égale 0 Kelvin. C'est le cas idéal, ça donne quoi? Voilà, tous les moments magnétiques sont totalement alignés. Parce que lorsque la température, l'alignement, il y a une déviation par rapport à l'alignement. On ne va pas trouver un alignement total. Donc, si on a un alignement total, donc on va mesurer l'alimentation à saturation. Donc l'alimentation maximale. On peut calculer le mouvement magnétique égale GS fois boucle. Ça concerne le mouvement magnétisme itinérant pour les états, les systèmes D et F. À partir de l'alimentation de saturation. M, c'est le mouvement magnétique net par atome. Pour les systèmes 4F, le mouvement magnétique peut être déterminé aussi par la règle de Hund déduite à la partie de la sécurité paramagnétique à température 300 Kelvin. Donc la sécurité paramagnétique qu'on va trouver, elle est déterminée généralement la valeur de A à partir de la température égale à 300 Kelvin. Si on va calculer le magnétisme des éléments 4F avec la première formule, on va calculer avec la formule de Hund, on va remarquer qu'ils sont proches. Donc la formule de Hund, elle est valable uniquement pour les systèmes 4F. Si on va calculer la valeur effective et on la compare avec le magnétique pour les éléments 3D, sont très différents. Voici l'exemple de nickel. Donc, normalement, l'atome à l'état atomique, normalement, il y a un nombre 3,9, 3,8, 4S2. Puisque nous avons un magnétisme itinérant, les électrons itinérants sont itinérants. C'est quoi, itinérant? Donc, ils passent la majorité de son temps dans les orbitales D. Imaginez un enfant qui passe son temps à la maison, et la moitié de son temps, il est dehors. Donc, on peut le simuler comme on a un demi-enfant ailleurs et un enfant à la maison. C'est comme ça. Parce que les électrons D et S passent la majorité. Donc, nous avons deux électrons. Deux électrons, ça représente combien? Je crois que 30% et 40% de son temps dans leur orbital S et la majorité des électrons dans l'orbital D. Donc, les électrons S ont un effet négatif sur le magnétisme. Ce sont les électrons D itinérants qui réduisent le magnétisme. Parce que complète la couche D. Donc, maintenant, si on a un ion de nickel, là on supprime les électrons de S, donc on va remarquer que le mouvement magnétique augmente, ça devient 2. Ça passe de 0,6, parce qu'il n'y a pas les électrons S qui dérangent. Ce
sont des électrons qui dérangent parce qu'ils diminuent le magnétisme. On passe maintenant le cas de fer. Pour le fer, ici, il y a 8 électrons de valence qui occupent les bandes 3D et 4S. En tous, nous avons l'électron. 6 normalement, théoriquement, 6 dans l'orbital D et 2 dans l'orbital S. Ça c'est théoriquement, mais pratiquement ce n'est pas le cas. Normalement, sur 8 électrons, seul 0,95 dans la bande de S. Donc il y a 1,1 qui sont passés aux orbitales D. Donc ils ont aussi causé une diminution de magnétisme. Donc, dans la bande, ils sont vraiment libres, itinérants, et les autres 7,5 occupent la bande délocalisée. Donc, dans le fer, on trouve les deux types de magnétisme. On trouve le magnétisme itinérant, et on trouve généralement dans les éléments 3D, il y a toujours une contribution. Il y a un magnétisme itinérant, il y a un magnétisme localisé. On peut calculer le degré de localisation de magnétisme. Donc, il y a 7,5 occupent la bande. Donc, l'orbital D sont occupés par 7,5 électrons. Pour le fait, les électrons, donc à partir de cette occupation, on peut calculer le moment magnétique dans le fer, à l'état atomique. Pour le fait, les électrons 3D ne sont pas tous entièrement localisés. Environ de 5 à 8% ont un caractère itinérant. Même les électrons 3D, ils sont de 5 à 8 itinérants, mais la majorité, elle est localisée. Par contre, pour les électrons S, c'est la majorité qui est itinérant et une petite partie qui est localisée dans l'orbital S. Donc, on a un caractère itinérant et ces électrons assurent le couplage d'échange entre les moments localisés. On utilise le moment magnétique observé par atome de fer qui est de 2,2. L'occupation de spin haut et de spin bas peut être calculée comme suit. Donc, le total entre les spin up 7,5. Nous avons l'occupation des états up 4,62 et les états down 2,2. Donc la différence c'est 2,2. À partir de l'occupation, on peut calculer le moment total de fer qui est 2,2. On va le démontrer à Benicio lorsqu'on le calcule, on va le trouver 2,2 pour le cas de fer dans la structure PCC. La structure de prédiction. Donc c'est juste le donc c'est bon, bien sûr. Pour le cas, on va démontrer pour les 3D, le 4F. Vous remarquez pour le 3D, le fer, il faut battre lequel le magnétique 2,2 pour le fer, pour le cobalt c'est 1,7, le nickel c'est 0,6. Si on le calcule avec la formule, on va trouver 6 et 5. Donc c'est différent. Ça c'est le moment effectif. C'est différent du moment réel, calculé à partir de l'élémentation à saturation. Mais pour les éléments 4F, vous remarquez que pour l'européen, 7,1 et 7. 8, 2,6 et 6. Donc l'équation, la règle de Hund, elle est valable pour les éléments 4F. Donc on peut prédire, avant de faire le calcul, on peut prédire quel sera le moment magnétique pour ces éléments. Maintenant, on parle de la dépendance du moment magnétique avec la dimensionnalité du système. Il y a une augmentation du moment magnétique par atome lorsque nous diminuons la dimensionnalité du système. Cela indique des différences fondamentales dans le comportement magnétique entre les nanostructures et les matériaux massifs. Dans le bac, le nickel de 0,56 ou 0,06, mais lorsqu'on a 2D, elle va augmenter jusqu'à 0,68. Si on a une dimension 1D, on va le trouver, va augmenter à 1,1. Et si nous avons 0D, elle va augmenter jusqu'à 2D. Pour le fer, nous avons la valeur 2,7. Pour le système 2D, il va augmenter jusqu'à 2,94. Pour le 1D, va aller 3,3 et 4 pour les systèmes, pour les dimensions 0D. Donc le fer peut avoir un moment maximal, théoriquement, le fer peut avoir un moment. Donc la règle de Hund, ça donne quoi? Ça donne le maximum. On ne peut pas aller loin de la production. Si c'est la règle des 6, on ne peut pas imaginer qu'on peut trouver 7.
Donc le fer peut avoir un moment maximum de 6 par atome. C'est le maximum. Prédit par la règle de Moore. Orbital, donc l'orbital est à loin du spin. Ça implique qu'une nanostructure 0D très peu de monde magnétique orbital est bloqué. Donc s'il est bloqué, on va trouver 3. Mais on en a trouvé 4. Donc c'est le 1, 3, c'est la contribution du spin, et le 1, c'est la contribution d'orbital. Donc l'orbital n'est pas bloqué dans le cas de la dimension 0D pour le faire. Mais à l'état 3D, bulk, il est bloqué. On a trouvé qu'il est bloqué. Mais lorsqu'on diminue la dimension, on va trouver que l'orbital va contribuer. Magnétisme itinérant, par exemple, on va le trouver dans les métaux 3D et le alliage. Le nickel, le fer, le cobalt et les alliages. On trouve le magnétisme localisé dans les métaux 4F et le alliage. Il est composé à base des électrons 4F. On va trouver aussi le magnétisme itinérant localisé. Donc il y a un caractère mixte. On trouve un caractère mixte. On va trouver un itinérant localisé dans les sulfures de nickel et dans le sulfure de fer. Et pour le magnétisme dans les semi-conducteurs, dans les semi-conducteurs magnétiques dilués, DMS, le résultat de l'injection d'un atome magnétique dans un semi-conducteur non magnétique. Allez, c'est la définition qu'on va utiliser après. Magnétisme localisé. Les semi-conducteurs magnétiques, ils ont été composés à part des terres rares, 4F. Pour les DMS, DMS comportant un atome magnétique de type 4. Donc nous avons normalement les éthanols, c'est un matériau non magnétique. Si on injecte l'europium, on a créé quoi? On a créé le DMS. On a créé un dosage, on a créé une impureté. On a dopé avec une impureté d'europium, donc on a créé un matériau magnétique. Donc si on prend un magnétique non magnétique et on injecte une impureté magnétique, on va rendre le matériau magnétique, ferromagnétique. Ça c'est le cas des DMS. Des semi-conducteurs magnétiques dilués, comme si on a dilué une impureté. Magnétisme mixte, itinérant localisé. On va retrouver aussi dans DMS un atome magnétique de type 3D. Donc, si on injecte un élément de 3D, on va trouver un magnétisme mixte itinérant localisé. لازم تسكدير على مياتي كاش نهار قريت نجبد. Si on injecte du DMS avec un matériau, avec un élément itinérant, on va créer une contribution itinérante. Mais dans le cas si on injecte l'europium, on va avoir un magnétisme localisé. Pour les semi-conducteurs dopés, on va aussi avoir un magnétisme mixte. Les configurations du spin. Il y a une première notation, la plus utilisée, et la deuxième notation. La première notation, elle concerne uniquement les états magnétiques coopératifs. On va trouver le spin bas, comme pour l'exemple 0,5 antiferro, ou bien 1 pion. Spin haut, 2,2 ferromagnétique. Ça, c'est la première notation, c'est la plus utilisée. Il y a une deuxième notation, elle concerne tous les états magnétiques. Il y a des gens, des auteurs qui considèrent le cas non magnétique comme un spin bas, 0. Le 0, ils le considèrent comme un spin bas. Ils considèrent le 0,5 qu'on a considéré comme spin bas dans la première notation, ils le considèrent comme spin intermédiaire. Et le deuxième spin ferromagnétique, ils le considèrent comme spin haut. Donc vous allez trouver les deux notations. Ici, dans le fer, dans la structure FCC, il y a un travail qui date de 1963, qu'ils ont trouvé qu'il peut avoir une deuxième solution ferromagnétique qui est antiferro, avec la valeur 0,5. Mais la plupart des cas, ils ont trouvé une solution ferromagnétique avec la valeur 1. Donc, si les ferromagnétiques, on va trouver 1. Si on va trouver la moitié. Parce que c'est le monde total, deux atomes. Pour un atome, si antiferro, on va trouver pour un atome 0,5. Pour l'antiferro ferro, il nous donne toujours pour le non magnétique atomique, d'un seul atome. Mais pour le ferro, il donne de tous les atomes. Donc, les configurations de spin possibles. La configuration spin bas, spin haut, on va la trouver uniquement
dans les cas des atomes ayant de 4 à 7 électrons D, donc le chrome, le manganèse, le cobalt et le fer. Le nickel, non. On ne va pas trouver une deuxième configuration. Mais pour ces éléments, on va trouver les deux. On peut avoir une configuration spin bas et on peut avoir une configuration spin B. En fonction de l'environnement. En fonction de l'environnement. Mais pour lequel ce n'est pas le cas. Malgré quel que soit l'environnement, on va toujours trouver une seule configuration de spin. Maintenant, on va passer aux exemples de calcul. On va parler des approches et opérations de calcul. Avant de commencer, on va parler c'est quoi le calcul, parce que la majorité des gens pensent que le calcul spin polarisé, c'est le calcul magnétique, ce n'est pas le cas. Le calcul non polarisé et le calcul ne sont que des moyens pour faire le calcul magnétique. Donc ce sont des moyens de calcul, ce n'est pas le physique, ce n'est pas le magnétisme. Le calcul non polarisé, ou bien le calcul forcé. Le calcul non polarisé est basé sur le formalisme des spins orbitales restrictives, où les spins up et down ont la même orbitale spatiale. Donc on force les électrons qui ont un spin différent d'être dans la même orbitale spatiale. C'est un calcul forcé. Donc c'est un moyen. C'est nous qu'on force le calcul pour voir les choses, comment ça se passe. Et pour le calcul spin polarisé, qui est le calcul libre, le calcul spin polarisé est basé sur le formalisme des spins orbitales non restrictifs, où les spins up et down sont libres d'avoir différentes orbitales spatiales et donc avoir différentes énergies. Donc vous remarquez, dans les deux cas, le spin up, son orbital, et le spin down, sa propre spin orbital. Même un exemple, calcul non polarisé restreint, les orbitales spatiales sont restreintes pour être les mêmes pour les spins orbitales. Donc pour les deux cas, on remarque qu'on a forcé deux électrons de spin opposés d'être dans la même orbitale spatiale avant de faire le calcul. Pour le calcul spin polarisé, sans restriction, les spins haut et bas dans chaque paire d'électrons ne sont plus limités pour partager la même orbitale. Donc vous remarquez pour l'exemple O, on remarque qu'il y a un électron spin O dans sa propre orbitale et l'électron de spin bas dans sa propre orbitale. C'est le même cas pour le deuxième exemple. On leur donne la liberté, on voit comment ça se passe les choses. Maintenant, on va passer à la procédure FSM qui est Fixed Spin Moment. Calcul spin polarisé contraint. Cette procédure elle est introduite par William en 1984 et développée par Schwarz. Vous connaissez Schwarz, c'est le partenaire de Blaha, qui est connu avec son physique, et Imon dans la même année, et elle est considérée comme l'équivalent du calcul de la structure d'équilibre dans une série de champs magnétiques équilibrés. L'optimisation, on peut la comparer avec l'optimisation de volume. On calcule l'énergie pour différentes pressions. Ça, on calcule l'énergie pour différents champs magnétiques. La procédure FSM est témoigne des phases magnétiques et déterminer leur stabilité et les limites d'existence. La limite a été largement utilisée dans les calculs de structure magnétique. Le principe de la procédure FSM, fait partie du calcul spin polarisé contraint. Donc c'est un cas spécial du calcul spin polarisé. Mais on force, c'est un calcul forcé, spin polarisé forcé. On force le moment. Mais pas pour le cas spin polarisé, on le force à zéro. Ça, on peut le forcer à toutes les possibilités de valeur. Même on peut faire un calcul non polarisé, non spin polarisé avec la procédure FSM en donnant la valeur 0. Donc il est préférable de faire un calcul non spin polarisé avec la méthode FSM en donnant la valeur 0. Parce qu'on va trouver l'énergie, peut-être l'énergie sera différente à cause des problèmes de convergence. La qualité de la procédure FSM elle essaie de résoudre le problème de convergence qui existe dans le calcul spin polarisé. Ce problème de convergence n'existe pas dans le calcul non spin polarisé, mais existe uniquement dans le calcul spin polarisé.
on va le résoudre avec la procédure FSM. Donc, conventional scheming, ça c'est pour le speed polarisé standard, pour les connaît tous. Donc, on calcule l'énergie fermée pour les spin-up, et on calcule l'énergie fermée pour les spin-down, et on rend les deux équations égales, les deux énergies égales. Donc, on va commencer par rendre égales les deux fermés pour les spin-up et spin-down. Nous avons le nombre d'électrons total. On peut trouver la valeur de mouvement magnétique. Comment on calcule la valeur magnétique? Donc, on calcule les niveaux fermés, on va trouver l'équation. On va trouver l'énergie fermée pour les down, on va trouver une équation, on va les rendre égales. On connaît le nombre d'électrons total de valence, on connaît. Donc, à partir de deux équations, on peut avoir la valeur de mouvement magnétique qui est la différence entre le nombre de spin up et le nombre de spin down. Le schéma pour l'état contraint, c'est différent. On va commencer par injecter le mouvement magnétique et on va, en connaissant la somme des électrons up et down, on va trouver des énergies fermées, des énergies fermées différentes. Et cette différence des énergies fermées est proportionnelle au champ magnétique injecté. Comme si on a injecté un champ électrique, un champ magnétique extérieur. On l'a simulé par la différence entre avec la valeur M, parce que le mouvement magnétique, lorsqu'on parle de mouvement magnétique, on parle d'alimentation, donc on parle de la substitution du champ magnétique. Parce que le mouvement magnétique, c'est quoi? C'est la dérivée d'énergie par rapport au champ. Si on dérive l'énergie par rapport à la valeur de champ, on va trouver la valeur de mouvement magnétique. Donc, on va injecter le mouvement magnétique et on va trouver une différence des énergies fermées. Ça, c'est le schéma, ou bien le protocole de travail, comment ça fonctionne, cette procédure. Un calcul speed polarisé standard converge lentement. Ici, c'est l'utilité de la procédure. Pourquoi utiliser cette procédure? Un calcul speed polarisé standard converge lentement. On ne converge pas. Ça, c'est le grand inconvénient du calcul speed polarisé. On peut trouver une lente convergence, ou bien on ne trouve pas de convergence. On sera obligé de refaire le calcul. Mais il y a des solutions. On peut résoudre ce problème avec l'utilisation de la procédure FSM. Donc, elle converge lentement, on ne converge pas en haut, le calcul ne se polarisé et le calcul se polarisé donne la même énergie. Donc, si on fait un calcul non polarisé et un calcul polarisé, et on a trouvé deux énergies qui sont proches. Ça, c'est un problème. Comment le résoudre? Deuxième cas, on a obtenu, ça c'est à partir de la réponse du professeur Blaha. Si vous allez au forum de Blaha, vous allez trouver cette question, quelle est l'utilité de la méthode, de la procédure FSM. On a obtenu une solution magnétique avec RED-SP, et on veut chercher une autre solution. Par exemple, spin haut et spin bas. Dans ce cas, on doit estimer la valeur magnétique pour cette nouvelle solution magnétique. On va parler de problème de convergence. Dans le cas simple de faire dans la solution BCC, vous remarquez l'énergie en fonction de M, lorsque la courbe est comme ça, donc il n'y a pas de convergence. C'est une bonne convergence. Mais si dans le cas bas, si la courbe est plate, ça c'est une mauvaise convergence. Vous avez remarqué que pour les deux cas, comme si nous avons pour plusieurs valeurs de mouvement magnétique correspondent à une seule énergie. Donc c'est une mauvaise convergence. Pour le premier cas, on remarque, si on fait avec le calcul speed polarisé, donc le calcul, si on va comparer avec le calcul speed polarisé avec la méthode speed polarisée, avec la procédure FSM, le speed polarisé demande un seul calcul SIF. Mais la procédure FSM, ça demande plusieurs calculs SIF en fonction du nombre des valeurs des mouvements magnétiques. Si on va injecter 10 valeurs de mouvements magnétiques, on va faire répéter le calcul des fois. Ça fait des millions. Donc pour le deuxième cas, on n'a pas à utiliser la méthode FSM parce qu'on remarque que nous avons une bonne convergence. Parce que dans le deuxième cas, comme le nombre de points, vous pouvez le trouver peut-être dans les 15. Donc on va répéter
le calcul SCF 15 fois pour trouver le même résultat qu'on a trouvé avec donc dans le premier cas, la procédure FSM n'est pas nécessaire. Dans le deuxième cas, parce que nous avons une convergence faible, pauvre, donc on va corriger ça avec l'utilisation de la méthode. Donc on va injecter plusieurs valeurs de moment magnétique avec une part faible. On est obligé de faire le calcul polarisé des fois juste pour avoir une bonne convergence. Ça uniquement pour résoudre le problème de la convergence. Ici, un exemple pour le faire dans la structure BCC. Donc, on a trouvé pour que le BCC, si on va le BCC, on va trouver, lorsqu'on passe à l'exemple de faire dans la structure BCC, on va trouver qu'on a trouvé un magnétique de 2,2. Donc, on l'a trouvé dans la théorie. Mais on cherche une autre solution ferromagnétique. Si on essaye de chercher une autre solution ferromagnétique, que le spin polarisé ne peut pas donner, parce que le spin polarisé va donner uniquement une seule solution ferromagnétique. Mais si on essaye de chercher la possibilité d'existence d'autres solutions ferromagnétiques, on procède à l'utilisation de la méthode FSM et on va voir. À partir de la surface d'énergie, c'est-à-dire quoi? L'énergie en même temps, ça c'est le contour. Comme dans la structure de la densité électronique, ça c'est le contour, ça c'est l'énergie en fonction du moment magnétique et en fonction du volume. Vous avez deux équations. La pression c'est quoi? C'est la dérivée de l'énergie par rapport au volume, avec un signe négatif, pour un moment magnétique constant. Le A c'est quoi? C'est la dérivée de l'énergie par rapport au moment magnétique pour un volume constant. Pour dessiner ce contour, on doit utiliser cette formule. Ça, c'est l'équation d'interpolation, comme c'est pour le cas de l'optimisation de volume. Donc, pour l'optimisation de volume, pour le faire de fitting, on doit utiliser une équation d'interpolation. Nous avons trois équations. L'équation polynomiale de sixième ordre, IO6, c'est une équation approximative. Nous avons l'équation de Mornagam, et nous avons l'équation. Ici, il y a une remarque qu'on doit faire, peut-être que les collègues l'ont dit. L'équation de Mornagam est valable dans un intervalle de moins 10 et plus 10. Si on travaille, si on veut dépasser 15, l'équation de Mornagam n'est plus valable. Donc, on doit utiliser l'équation de Birch-Mornagam. Donc, j'ai un conseil pour éviter ce problème. Il faut toujours travailler avec l'équation de Birch-Mornagam. Vous pouvez aller jusqu'à moins 30, plus 30. Monsieur, par défaut, dans le vient de cas, il utilise Birch-Mornagam ou bien Non, il il donne le choix. Il donne l'équation, il donne le résultat, mais à petit tableau, de prendre l'équation, l'injecter dans l'origine pour trouver la valeur exacte. Donc, vous avez, dans le fichier, vous avez trouvé IOS, vous avez trouvé les fichiers de sortie. Vous trouvez les fichiers de sortie pour l'équation de Mornagam, vous trouvez les fichiers de sortie pour la méthode de Birch-Mornagam. Il y a aussi les fichiers de sortie de IOS. Vous avez trouvé dans le fichier. Mais il est préférable toujours d'utiliser les fichiers de sortie pour extraire de l'équation de Birch-Mornagam, pour éviter les problèmes. Maintenant, on revient ici. Donc nous avons des cercles. La distance entre le zéro, vous avez le zéro en haut, ça c'est le cas fondamental. C'est la stabilité. Donc vous avez le paramètre de réseau 2,6, nous avons le magnétique 2,2. L'état fondamental, c'est en bas. La différence entre les cercles, c'est un mini-règle. Donc vous avez 1, 2, 3 jusqu'à 5. On forme ici. La variation, à partir des équations, si on va trouver ici la variation du paramètre de réseau, c'est-à-dire la pression, c'est-à-dire on joue sur la pression. La variation du moment magnétique, c'est-à-dire on joue sur le champ magnétique extérieur. Parce que le moment magnétique, lorsqu'on a un champ magnétique extérieur 0, c'est-à-dire nous avons un moment magnétique 2,2. Si on augmente
ce mot magnétique, c'est-à-dire on a introduit un champ magnétique. C'est défini un externe qui va augmenter le mot magnétique. Et si on va appliquer un magnétique inverse, ça va réduire le mot magnétique. Donc si on utilise des mots magnétiques inférieurs à 2,2, c'est-à-dire qu'on a appliqué, comme si on a appliqué un champ magnétique externe inverse. Si on augmente le mot magnétique par rapport à 2,2, comme si on a augmenté, on a appliqué un champ magnétique dans le même sens des champs de mot magnétique. Donc ici, vous remarquez, ici, il n'y a pas une solution, deuxième solution, parce qu'on a une seule solution magnétique qui correspond à 2,2 et aux paramètres du réseau. Même on a changé, on a appliqué la pression, on remarque aussi, parce que si pour comparer, on va donner un autre exemple par comparer ça. Donc nous avons une seule solution ferromagnétique qui correspond à la valeur de 2,2 et aux paramètres du réseau. Même on a appliqué, vous avez les cercles tournent autour de haut, de l'état fondamental. Donc même on a appliqué plusieurs valeurs de champ magnétique et appliqué plusieurs valeurs de la pression, on a trouvé qu'il y a uniquement une seule solution ferromagnétique pour le cas de faire de la structure BCC. Maintenant, on passe pour le cas de faire de la structure FCC. Pour le faire FCC, le moment fondamental, c'est 0. Il y a le haut, le 0. Le haut. Le 0 correspond 0 moment. Le moment est 0. Ça, c'est le cas fondamental. Donc, le FCC dans la structure, l'état. Le plus bas, c'est non magnétique. Ici, pas le cas. Il y a d'autres calculs qu'ils font. Il y a d'autres solutions qu'on va démontrer. Il y a une autre solution ferromagnétique plus stable que le cas non magnétique. D'après d'autres travaux. Il y a un travail qu'on a trouvé. Ils ont trouvé un état ferromagnétique de 0,1. Jusqu'à maintenant, il y a deux travaux. Il y a quelqu'un qui dit que l'état non magnétique est le plus stable. Il y a d'autres. Parce que c'est ça le problème. Parce que les gens qui disent que l'état non magnétique est le plus stable, parce qu'ils ont utilisé le calcul bipolarisé, qui est caractérisé par une mauvaise convergence. Donc, la solution, ils l'ont trouvée de façon accidentelle. Donc, ils ont tombé accidentellement sur une valeur qui a donné que le moment magnétique, l'état non magnétique est le plus stable. Mais si on essaie d'utiliser la procédure FSM, on va trouver que ce n'est pas le cas. Maintenant, pour le FSM, maintenant uniquement l'énergie en fonction du moment magnétique. Uniquement, on va tracer, on va juste, sans faire compte avec la variation de la pression. C'est juste la variation du champ magnétique, on va calculer l'énergie en fonction de la valeur magnétique qu'on a injectée. Donc, on a trouvé, vous remarquez ici, pour différentes valeurs de rayon. Pour différentes valeurs, pour ce rayon, qu'est-ce que vous remarquez? Que l'état non magnétique est le plus stable. Plus de 0. Il y a une autre solution, mais ce n'est pas le plus stable. C'est un état métastable. Il y a une autre solution qu'on a trouvée, mais ce n'est pas le plus stable, c'est métastable. Mais si on va augmenter le paramètre du réseau avec la pression, ça c'est l'effet. L'effet de la pression est montré avec des différentes courbes. Si on augmente le paramètre du réseau, on va remarquer que la solution ferromagnétique est plus stable. Si on augmente, on sait, si on remarque que la solution ferromagnétique est la plus stable. Le cas où l'état non magnétique est le plus stable, uniquement pour cette valeur du paramètre du réseau. Maintenant, on va passer aux exemples.